Être très, très bref, très rapide pour laisser la parole sur l'IFAN, simplement dire que nous avons à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes depuis quelques années mis en place une délégation aux événements indésirables, qui est une tour de contrôle, une vigie sur le suivi des événements indésirables graves liés aux soins. Que dans ce sujet des EIGS, il y a deux dimensions. Il y a une dimension à caractère réglementaire. Les établissements déclarent les événements indésirables parce qu'il y a une obligation à déclarer ces événements lorsqu'ils se produisent. Mais nous avons surtout, la directrice générale, une conviction beaucoup plus forte que l'enjeu est un enjeu collectif que nous avons, qui est un enjeu de qualité des soins. Parce que déclarer les événements indésirables, c'est identifier ce qui, dans un processus de soins, ne se déroule pas comme les choses auraient dû se dérouler. C'est, par voie de conséquence, réfléchir à la façon dont on va s'organiser pour que ça ne se reproduise pas. Et le processus d'amélioration continue est un enjeu que nous avons et que nous avons, nous, tous les professionnels, pour assurer aux patients la qualité des soins qu'on leur doit et qu'on veut atteindre pour eux. Et donc, c'est un petit peu l'enjeu de ce webinaire, c'est-à-dire à la fois à travers la présentation que fera Céline Bress, de vous montrer la place dans l'ensemble de ces événements indésirables que nous repérons, des événements qui sont issus de l'activité chirurgicale et qui se produisent en opératoire, mais c'est aussi réfléchir de façon collective à un certain nombre d'orientations, de pistes, les checklists opératoires, la simulation, qui sont ces voies que nous devons continuer de travailler, d'explorer pour améliorer les pratiques. Et c'est aussi la raison pour laquelle je veux être très bref, pour laisser la parole au professeur Liffand, parce qu'il me semble essentiel que tout ce que je viens de dire s'inscrive d'abord dans une logique de pair à pair, c'est-à-dire une logique d'approche de professionnels de santé qui s'approprient ces enjeux. Et donc, c'est vraiment un très grand plaisir d'accueillir le professeur Jean-Christophe Liffant à nos côtés et de lui passer la parole pour que puisse donner cette perception qui est la sienne de la façon dont nous pouvons améliorer nos pratiques et nous inscrire dans cette démarche qui est d'offrir à vos patients, à nos patients, à nos concitoyens, du point de vue de l'ARS, la meilleure qualité des soins qu'on puisse. Professeur, un grand merci de votre présence. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, monsieur Liffant. Je vous laisse mettre la caméra, je vous ai accédé à la caméra. Ouais. Alors, je vous remercie de cette introduction et je vous remercie de m'avoir invité à ce webinaire. Autant vous dire que la qualité et la sécurité des soins est une préoccupation, est une de mes préoccupations et ma préoccupation principale. Et je pense que ça doit être dans la première préoccupation de tout chirurgien. Et j'ai beaucoup étudié la qualité des soins, la qualité et la performance des chirurgiens, et je pense que ça doit être la priorité du chirurgien et à tout instant. Alors, qu'est-ce qu'on a finalement pour aider et pour développer cette qualité des soins? Il y a d'abord ce concept de culture sécurité que tout le monde doit avoir en pleine conscience et tout le temps. Et il y a deux éléments qui me semblent très importants, en particulier au bloc opératoire, pour développer cette culture sécurité. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le crew resource management, qui veut dire simplement la communication et l'équipe. Et la notion d'équipe, ce n'est pas une notion de 1 + 1 + 1, c'est une notion de tous ensemble, de communication. Et c'est pour ça que, pour être honnête, la checklist a été un grand espoir pour moi. Et malheureusement, je pense qu'il faut aller plus loin que la checklist. La checklist ATAS, quand elle est déjà bien faite,
c'est déjà un grand progrès. Mais cette checklist, c'est avant tout, et on nous le dira, le moyen de communiquer. Pourquoi? J'ai été frappé pendant des années, avant cette checklist, d'observer que les personnels de bloc opératoire, en même temps que le chirurgien, pouvaient être assez étrangers à l'intervention qu'il allait avoir. Ils ne connaissaient pas les risques et ils ne connaissaient à peine les temps forts de l'intervention. Je pense que la checklist doit être plus qu'une checklist. Elle doit être ce qu'on appelle une to-do list. C'est-à-dire que le chirurgien, après la première étape, euh, avant comment dire, avant l'anesthésie. Donc la deuxième étape chirurgicale doit être une étape qui est plus complexe que ça. Une étape où le chirurgien vérifie bien sûr les éléments rudimentaires que sont l'identité du patient, l'absence d'allergie, mais il doit aussi présenter son intervention chirurgicale et surtout présenter à l'ensemble euh, des intervenants de la salle opératoire anesthésistes et équipe anesthésique compris, les risques de l'intervention, les étapes de l'intervention et ce qui peut arriver pendant l'intervention, ainsi que vérifier que tout le matériel dont il a besoin, bon télétravail et à lundi. que tout le matériel dont il a besoin est à sa disposition. Et je pense que cette intervention chirurgicale ne peut commencer qu'une fois que tout le monde est bien d'accord sur les risques et sur le matériel utilisé. La deuxième partie de la culture sécurité, et vous l'avez très bien dit, Monsieur Buchert, c'est l'évaluation. Mais ce n'est pas l'évaluation pour évaluer, c'est l'évaluation pour améliorer. C'est-à-dire qu'il nous faut des moyens de savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire que par exemple, sur les résultats chirurgicaux, si vous posez la question, et on l'a fait à des chirurgiens, par exemple, dans la chirurgie que je fais de la thyroïde, combien ils ont de paralysie des cordes vocales, et ça a été fait il y a maintenant plus de 15 ans, ils vous répondent que c'est 1%. Si vous l'évaluez, on tombe à 6%. Pour les hypocalcémies, c'est bien encore pire. Si vous posez la question aux chirurgiens, quels sont les taux d'hypocalcémie après une thyroïdectomie, on vous répond 8%. Quand on l'a évalué, c'était 30%. Et c'est vrai pour toutes les complications de la chirurgie. Ce qu'il faut faire, donc, c'est militer pour qu'il y ait plus de registres, mais des registres qui soient, on va dire, exploitables rapidement pour pouvoir avoir derrière cette évaluation une politique d'amélioration et de réévaluation. C'est la fameuse roue de Deming que je vais apprendre à personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les registres, c'est une bonne, et en particulier des événements indésirables graves, c'est une très bonne initiative. Les RMM, évidemment, elles doivent aboutir, à mon avis, toute RMM doit aboutir à une nouvelle recommandation dans le service et une nouvelle évaluation derrière. Et moi, je suis partisan de quelque chose que je fais depuis maintenant 2006, c'est l'évaluation continue des complications au bloc opératoire, avec, que ce soit sur des courbes des cartes de contrôle de Shewhart, les résultats de la chirurgie tous les 3 mois, tous les 4 mois, et se remettre en cause de manière continue. J'essaye d'apprendre aux jeunes que la seule façon d'un jour espérer pouvoir être bon, c'est déjà ne pas se considérer comme quelqu'un de bon et de toujours considérer qu'on peut s'améliorer. Et je pense que la meilleure façon de s'améliorer, c'est se connaître. Et se connaître, c'est d'avoir les moyens de s'évaluer. Voilà ce que je peux dire sur les différentes manières de voir. Évidemment que la checklist, c'est quelque chose de fondamental. Les registres et l'évaluation, ça l'est encore plus. Voilà l'introduction que je peux donner à ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, professeur Liffante. Merci beaucoup, monsieur Busquet. Je vous propose du coup de passer à la première intervention et je vais être particulièrement impolie et je vais commencer par ma présentation pour vous partager un bilan
des EIGS au bloc opératoire en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc pour débuter, juste un petit rappel sur la définition de l'EIGS. L'EIGS, c'est un événement qui doit être inattendu au regard de l'état de santé du patient, qui est associé aux soins, mais dans un bloc opératoire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont associées aux soins, et dont les conséquences sont soit le décès, soit la mise en jeu du pronostic vital, soit un déficit fonctionnel permanent probable. Donc pour avoir un EIGS, il faut que ces 3 critères soient réunis. D'un point de vue du traitement des EIGS à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, donc le point de départ, c'est bien évidemment la déclaration, soit par un professionnel de santé, soit par le de la structure sanitaire ou médico-sociale. Chaque déclaration de EIGS est enregistrée au point focal régional, qui est la porte d'entrée unique de chaque ARS. Le point focal régional nous transmet le signalement pour qualification, voir s'il est critique ou pas. Alors, la criticité n'est pas en regard de la gravité, puisque par définition, tous les EIGS sont graves, mais la criticité est en regard d'autres critères comme le risque médiatique, le risque politique, le risque judiciaire, le risque de rupture de continuité d'activité ou le risque de reproductibilité qui n'est pas maîtrisé. En fonction de cette criticité, soit c'est la DEI, donc mon équipe qui gère le dossier et en lien avec la direction générale, soit c'est la délégation départementale qui gère le dossier. On attend ensuite l'analyse faite par le déclarant qui est retranscrite dans le volet 2 de l'EIGS avec du coup les facteurs contributifs et le plan d'action. Et ensuite, où on décide de clôturer le dossier, il est transféré automatiquement à la Haute Autorité de Santé et pour les dossiers critiques, la clôture ne se fait qu'après accord de la directrice générale. Quelles sont nos missions? Alors, je ne vais pas toutes vous les décrire parce que sinon on y passera un peu la soirée. Je vais vous en citer quelques-unes. Bien évidemment, le pilotage, la coordination du traitement des événements indésirables. L'idée, c'est aussi de fiabiliser les données pour pouvoir assurer un reporting de qualité, puisque, par exemple, ce soir, on vous fait un reporting sur les EIGS qui se sont déroulés au bloc opératoire, mais on peut aussi faire des reportings à la directrice générale, potentiellement aux conseils départementaux, à la haute autorité de santé, etc. Une de nos missions, c'est aussi d'identifier et d'alerter sur des thématiques récurrentes ou anormalement récurrentes. Et l'idée, c'est aussi, l'objet de ce webinaire, c'est de vous sensibiliser à la recrudescence importante des EIGS en lien avec la prise en charge au bloc opératoire. Le but aussi, côté ARS, c'est de professionnaliser, d'acculturer les agents ARS qui sont de profils et d'horizons différents, d'harmoniser les pratiques parce qu'on a une région avec 12 départements, donc 12 équipes départementales. Et concernant vous, les déclarants, c'est de faciliter le lien entre l'ARS et le déclarant, de créer un climat de confiance, un partenariat et d'accompagner les structures déclarantes aux besoins. Alors, on va... Pour éviter la fin de journée difficile, on va vous faire participer. Donc, on vous pose une première question qui va apparaître sur votre écran Teams, où on vous demande, selon vous, depuis le 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 juillet 2024, combien y a-t-il eu d'EIGS au bloc opératoire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? Donc, vous avez 3 propositions qui s'affichent sur votre écran. Et on vous laisse choisir la proposition qui vous paraît la plus juste et cliquer sur « Envoyer ». On ne voit pas les propositions. Enfin, moi, je ne les vois pas en tout cas. Oui, il n'y a rien qui s'affiche. D'accord. Ne bougez pas, ça va venir. Petit souci technique, évidemment. Normalement, ça va venir. Sinon, on passera et je vous donnerai la réponse. Pas dramatique. Pourtant, on s'était entraîné, hein, je vous assure. Ah, regardez. Est-ce que c'est apparu? Normalement, oui, puisque je le vois sur mon écran. Non. Oui, c'est bon. Ah, bon. Super. C'est moi. C'est moi. Non, je vois rien. Bon, ceux qui l'ont, je vous laisse cliquer. Ceux qui ne l'ont pas, ce n'est pas très grave. Vous avez le droit de suivre le reste de la présentation malgré tout. Du coup, combien d'événements indésirables au bloc opératoire? Alors, au total,
sur la période concernée depuis janvier 2020, il y a eu 2588 EIGS déclarés en Auvergne-Rhône-Alpes, tout secteur confondu. Et parmi ces 2588, il y a eu 332 en lien avec une prise en charge au bloc opératoire. On voit sur le graphique de droite que la chute est la nature principale la plus déclarée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais avec une forte proportion du secteur médico-social. Sur la prise en charge chirurgicale, c'est donc la première nature la plus déclarée sur le secteur sanitaire. Et ça, chaque année depuis 2020. On voulait aussi s'intéresser aux sites qui ont une autorisation de chirurgie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a 106 sites qui ont une autorisation de chirurgie avec 94 établissements. Sur ces 106 sites, pas facile à dire, la moitié est représentée par des établissements publics et à peu près l'autre moitié par des établissements privés. Parmi les établissements privés, c'est essentiellement des établissements privés à but lucratif. Et au final, ça représente 8800 lits de chirurgie sur la région, avec 2 gros tiers de places ambulatoires et un total d'environ 800 000 séjours en 2023 selon le PMSI. Si on regarde plus précisément les spécialités chirurgicales, on regarde l'activité chirurgicale. Donc on voit par exemple que l'ophtalmologie a une part conséquente d'activité chirurgicale, du nombre de séjours chirurgicaux, puisque ça dépasse les 20% de séjours chirurgicaux, avec une faible part de déclaration, puisque ça représente à peu près 2% des EIGS au bloc opératoire. Après, vous allez me dire qu'il y a des spécialités qui sont plus à risque d'EIGS que d'autres. Néanmoins, on peut voir par exemple que la chirurgie viscérale représente un peu plus de 10% de l'activité des séjours chirurgicaux et que ça représente 20%, un peu plus de 20% des déclarations de IGS. À l'inverse, l'orthopédie représente près de 30% de l'activité des séjours chirurgicaux et ne représente que pas tout à fait 20% des déclarations de IGS. Deuxième question, on va essayer de faire en sorte que ça aille à peu près bien. Selon vous, en moyenne, combien de jours un établissement déclare un EIGS après sa survenue? Est-ce un jour, une semaine ou un mois? Alors là, ça fonctionne puisque je l'ai sur mon écran. Pour ceux chez qui ça fonctionne, je vous laisse compléter la réponse. Et on va tout de suite. Donc, en moyenne, un EIGS au bloc opératoire est déclaré 32 jours après sa survenue, soit plus d'un mois, mais avec une médiane qui se situe aux alentours de 15 jours. Le volet 2, donc le résultat de l'analyse et le plan d'action, est transmis en moyenne 102 jours après l'envoi du volet 1, soit un peu plus de 3 mois, avec une médiane à 89 jours. Je vous rappelle que le Code de la santé publique indique que le volet 1 doit être envoyé sans délai, et le volet 2 au plus tard dans les 3 mois. Si on compare aux EIGS qui nous sont transmis et qui ne concernent pas l'opératoire, la moyenne est à 42 jours, donc plus importante, mais avec une médiane à 9 jours. Et le volet 2, donc le volet qui recense l'analyse et le plan d'action, est transmis en moyenne 104 jours après l'envoi du volet 1, avec une médiane à 4 jours, ce qui correspond bien aux données au bloc opératoire. Donc, le volet 2, on l'a dit, c'est inférieur à 3 mois par rapport à l'envoi du volet 1. Et le volet 1 doit être, le texte dit sans délai. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il nous paraît tout à fait légitime que le sans délai soit un délai inférieur à 7 jours. Au-delà, on peut s'interroger sur le délai de transmission. On regarde les causes déclarées. La première cause déclarée, c'est les actes techniques. La deuxième, c'est les patients, donc les comorbidités, les fragilités inhérentes aux patients. Et en troisième, les tâches à accomplir, et notamment l'utilisation de la checklist au bloc opératoire. Le moment de la constatation de l'EIGS, c'est à 52% constaté en post-opératoire et à 42% constaté en péropératoire. Et on peut voir que sur les EIGS amenant au décès, c'est majoritairement constaté en post-opératoire. Si on regarde le degré d'urgence,
Le degré d'urgence, on aurait pu s'attendre à ce que les EIGS surviennent essentiellement quand il y a un degré d'urgence immédiat ou relatif. Et finalement, on se rend compte que les EIGS ne surviennent dans des situations d'urgence relative ou immédiate que dans la moitié des cas, et que dans 33% des cas, il s'agit d'une situation non urgente qui amène pourtant à une situation de IGS. Et le trio de tête des causes impliquées, l'acte technique, le patient et les tâches à accomplir, restent les mêmes en situation non urgente qu'en situation urgente. Troisième et dernière question où on vous mobilise. Selon vous, quel est le pourcentage des EIGS au bloc opératoire ayant mené à un décès du patient? 26%, 50% ou 69%? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est dans 49%, donc quasi 50% des cas, les 332 EIGS de chirurgie, le décès représente 49% des EIGS de chirurgie qui nous ont été déclarés. 31% amènent à une mise en vue du pronostic vital et 20% à un probable déficit fonctionnel permanent. Ce qui est finalement assez comparable aux autres EIGS reçus en dehors du bloc opératoire, mais ce qui représente finalement clairement une surreprésentation des décès, puisqu'on a plus tendance vraisemblablement à déclarer quand il y a un décès que quand il y a mise en jeu du pronostic vital et ou un déficit fonctionnel permanent. Donc, dans un établissement qui déclare quasi de manière exhaustive, on se rend compte que la répartition, elle est plus représentative de la vraie vie, c'est-à-dire un tiers, un tiers, un tiers. Si on regarde l'évitabilité, alors, chose importante, l'évitabilité, elle est complétée par le déclarant après analyse. On n'y touche jamais, même si on n'est pas toujours d'accord avec le déclarant. Je vous prends un exemple, un oubli de textile dans le corps d'un patient et qu'à l'analyse, on nous met que c'était inévitable. On peut s'interroger sur l'inévitabilité dans ce type de situation. Néanmoins, on ne touche jamais à vos déclarations et donc, selon les déclarants, les EIGS sont évitables, probablement évitables, dans 47% des cas. Et donc, plus de la moitié des EIGS sont considérés inévitables par le déclarant. Si on regarde rapidement la caractéristique des patients, le ratio homme-femme, il est quasiment à 1. Et si on regarde la tranche d'âge, on se rend compte, on regarde de l'activité, qu'en effet, les patients sont plus fragiles à partir de 60 ans, puisque le pourcentage de déclaration de IGS est supérieur au pourcentage d'activité à partir de 60 ans. Un petit focus sur la checklist avant de laisser la parole à Dr Myrtille Fouché qui vous fera un plus large topo sur la checklist au bloc. Par rapport à nos données entre janvier 2020 et juillet 2024, il y a eu 28 EIGS qui sont une conséquence directe d'une mauvaise utilisation de la checklist au bloc, avec 16 oublis de textile ou de petits matériels, 7 erreurs de latéralité, 2 erreurs d'intervention, 3 dysfonctionnements lors de l'installation du patient en péropératoire et on a eu récemment une erreur de patient. On a opéré le mauvais patient. Enfin, 10 de ces EIGS sont en lien avec la checklist, ont eu lieu dans un contexte de chirurgie programmée et donc de chirurgie non urgente. Je ne vous rappelle pas la checklist, vous la connaissez probablement bien mieux que moi. Il y a 3 phases à respecter, avant induction, avant chirurgie avec le go ou le no-go, et après chirurgie. Quelques règles indispensables, c'est la participation du patient à la première phase, ainsi que tous les professionnels de l'intervention. Donc, on ne peut pas faire une checklist avant qu'il y ait le patient et les professionnels dans la salle. La désignation d'un coordonnateur de checklist, le silence et l'écoute active lors de l'énoncé de la checklist, et bien sûr, tracer la décision prise et mettre en œuvre les actions nécessaires. Je vous remercie. Je vous propose de garder les questions pour la fin et je passe sans plus attendre la parole au docteur Myrtille Fouché. Bonsoir, je m'appelle Myrtille Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc. Je vais vous faire un retour d'expérience sur le bon usage de la checklist au bloc opératoire puisque j'ai été amenée à travailler sur l'implémentation de la checklist dans notre bloc. Donc, comme l'a rappelé Céline et les différents intervenants, la checklist au bloc opératoire, c'est une affaire d'équipe dont l'objectif est celui d'une sécurité afin de diminuer les événements indésirables. Et on considère aujourd'hui que 50% des événements indésirables graves au bloc sont évitables.
grand miroir de l'aéronautique, la HAS a développé la checklist à partir de 2010 avec plusieurs versions, avec la dernière version actuelle qui date de 2018, la 4e, qui avait implémenté le go ou le no-go à chaque étape, qui permettait de poursuivre ou non l'intervention. L'objectif de la checklist, c'est de lutter contre le facteur humain, les habitudes, les automatismes. C'est un détrompeur d'erreurs, tout en créant un environnement favorable à la communication entre les différents professionnels de santé et de garantir une meilleure traçabilité dans le dossier médical du patient, ce qui s'inscrit dans une démarche de qualité qui vise à assurer la sécurité du patient. Concernant les principes de réalisation de la checklist, Céline l'a évoqué, il est important qu'il y ait un coordinateur qui la décline durant un temps de pause et d'écoute, sans interruption de tâche, en temps réel, les items doivent être déclinés et en vérification croisée. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui pose les questions qui y répond. Lorsqu'un événement désirable grave survient, on est amené à l'analyser en RMM ou en CREX. Je fais partie du CREX d'anesthésie. Vous savez peut-être qu'on analyse les événements désirables selon la méthode ALARM, un outil qui est fourni par la HAS. Et vous connaissez probablement le modèle de Reason qui montre comment des défaillances à différents niveaux peuvent conduire à un événement indésirable. Ce modèle montre aussi très bien comment une défaillance unique ne suffit pas à conduire à un événement indésirable. Et il faut comprendre que la checklist intervient comme une barrière de protection pour justement éviter d'avoir un accident. On estime qu'aujourd'hui, une vérification croisée des informations avant, pendant et après l'intervention, donc aux 3 temps, permettrait de réduire de 30% les complications post-opératoires. Merci. Concernant le cadre réglementaire, vous savez que les procédures de certification s'imposent à l'ensemble des établissements de santé publique. La certification a été mise en place depuis 1996. Elle est élaborée et mise en œuvre par la HAS et évalue plusieurs critères au sein des établissements de santé. Notamment, il y a des critères impératifs qui sont résumés dans l'encadré, qui se réserve le droit, si un des critères n'est pas rempli, la HAS donc se réserve le droit de ne pas accorder la certification à l'établissement. Et parmi ces 15 critères, il y a notamment la checklist au bloc opératoire et sa utilisation de manière efficace dans les blocs. Et donc, c'est en perspective d'une certification qu'un groupe de travail au sein de notre établissement, bloc et interventionnel, a décidé de se réinterroger sur notre bon usage de la checklist. Concernant l'établissement dans lequel je travaille, l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, c'est un établissement de santé privé d'intérêt collectif, on est à Lyon. C'est un bloc opératoire composé de 10 salles de bloc, dont une dédiée à la maternité pour les césariennes, une salle d'endoscopie digestive et une salle hybride dans laquelle est réalisée la cardiologie ou la radiologie interventionnelle. Et donc, un travail spécifique à la checklist a été initié à partir de janvier 2021 avec des réunions trimestrielles réunissant cadre santé, chef de pôle, chirurgien et le chef de service d'anesthésie. La première étape était de réaliser un audit des pratiques au bloc opératoire. Et pour ce faire, a été utilisé l'outil proposé par la HAS concernant l'évaluation de la checklist. Le moyen, donc, une phase d'évaluation a été réalisée au printemps 2022. Les observateurs étaient des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers, encadrés par le cadre du bloc opératoire et le chef de pôle. Ils sont venus observer donc différentes interventions le temps d'une matinée. On avait à peu près 11 dossiers, 11 interventions. Et le constat était qu'en fait, 2 dossiers sur 11 à peu près étaient correctement réalisés, 2 checklists analysables. Vous avez remarqué que finalement, les phases de la checklist étaient mal individualisées. Souvent, il y avait une fusion de la phase 1 et 2 qui étaient réalisées au même moment. Des choses non réalisées dans les faits. Dans la phase 1, la vérification du bracelet d'identification. À la phase 3, les prescriptions post-opératoires. Les étapes étaient de temps en temps pré-remplies, donc c'est-à-dire des fois même avant l'entrée du patient en salle d'intervention, qu'il manquait une traçabilité des informations sur la checklist dans le dossier du patient, avec des conditions de réalisation qui n'étaient pas toujours optimales.
et que à 100% du temps, durant les 3 étapes, étaient seulement présents les infirmiers anesthésistes et les infirmiers de bloc opératoire. Le constat global après cette phase d'évaluation a été qu'il y avait une méconnaissance générale de la checklist par les professionnels du bloc, et donc il était urgent de proposer des formations, une amélioration des pratiques et de communiquer à ce propos. C'est dans ce cadre-là que créé un groupe de travail multidisciplinaire avec un membre représentant de chaque corps de métier au bloc opératoire, cadre de santé, anesthésiste, IAD, IBOD. Et c'est à partir de cette étape que j'ai pu travailler sur la checklist dans notre bloc. En premier lieu, a été réalisée en fait une formation par l'assureur de l'établissement, une formation intitulée Implémentation de la checklist au bloc opératoire. La formatrice était une consultante en management des risques médicaux. Le format était de 2 demi-journées au bloc opératoire, espacé de 3 semaines, donc à peu près 6 mois après la première phase d'évaluation. La première demi-journée était assez théorique, avec un rappel également des bonnes pratiques à mettre en place autour d'une table ronde, des diaporamas, des quiz, puis une deuxième demi-journée d'observation avec un audit que nous réalisions, et puis l'observation de la mise en place des bonnes pratiques et des briefings. Dans l'intervalle entre les 2 sessions, nous avions réalisé un nouvel audit au bloc opératoire, un questionnaire individuel d'opinion. On avait interrogé nos collègues grâce à l'outil toujours proposé par la HAS sur l'évaluation de la checklist. Concernant le questionnaire individuel d'opinion, donc on avait interrogé 25 personnes du bloc sur quelques jours à peine, représentait donc, vous voyez, les répartitions des différentes personnes qu'on avait interrogées. Concernant l'utilité de la checklist, une grande majorité était d'accord que ça permettait un partage d'informations, un renforcement des liens, une vérification croisée des points essentiels et permettait de perpétuer la culture de la sécurité et d'éviter les erreurs au bloc opératoire. Concernant les freins à son utilisation et son usage, dans 100% des personnes, il y avait des difficultés, c'était difficile de coordonner la checklist sans un soutien médical, que ce soit chirurgical ou anesthésique. Que la checklist n'était pas toujours adaptée à l'activité proposée. Les soignants avaient l'impression, dans 60% des cas, que les vérifications multiples étaient anxiogènes pour le patient. Une personne sur 2 trouvait que ce n'était qu'une formalité administrative. De la même façon, la moitié des personnes désignaient un coordinateur pour été difficile. Et puis, la formation suffisante, finalement, était insuffisante puisque seulement 44% des personnes estimaient être suffisamment formées. Et concernant la perte de temps et la dynamique, finalement, ce n'était pas le problème principal. Donc, dans la foulée, on a mené différentes actions au sein du personnel du bloc opératoire. On a présenté notre travail en conseil de bloc, aux chefs de pôle, aux équipes chirurgicales qui étaient présentes. On a réalisé également un diaporama sur le bon usage de la checklist à notre équipe IAD MAR. Et puis, en parallèle, on a informatisé le dossier de bloc, le dossier d'anesthésie. Donc, on a travaillé avec le service informatique pour utiliser au mieux l'outil dans le dossier informatique et s'adapter justement en fonction des difficultés du no-go notamment. Et on a pu obtenir, ce qui était important avec l'intervention d'une personne extérieure, une nouvelle formation durant une journée de maintenance au bloc opératoire. Il y a 3 journées à peu près par an au bloc opératoire dans lesquelles il n'y a pas de programme, simplement les interventions urgentes, et on peut organiser des formations. Donc, on a pu faire intervenir à nouveau la personne qui était venue la première fois sur 2 sessions, 2 demi-journées, avec donc 2 groupes de 10 personnes mêlant IAD et IDE pour avoir des nouvelles formations sur l'importance de la checklist au bloc opératoire et les bonnes pratiques. On reste un petit bloc et au fur et à mesure des semaines, des formations, les discussions et les échanges au bloc opératoire, on a pu constater également un effet BUVA entre collègues pour améliorer nos pratiques. Au final, on a constaté progressivement une nette amélioration des conditions de la checklist, notamment, et ça a été flagrant pour la phase 1 avant induction d'anesthésie, ou pour les ALR qu'on réalise en SSPI avant la chirurgie. Il nous reste beaucoup de progrès à faire. Il reste quelques réticences de certaines équipes chirurgicales par manque d'intérêt, des temps de pause non respectés, des conditions d'écoute qui ne sont pas toujours idéales. Il y a une adaptation encore importante à faire dans le service d'interventionnel. C'est des personnes qu'on n'a pas pu former, comme les IAD ou les IBOD, que ce soit en endoscopie digestive, en radiologie ou en cardiologie. Cela nécessite des formations régulières du personnel avec le turnover qu'il y a dans les blocs.
Et puis, ce qui est retrouvé aussi dans beaucoup d'études, c'est que la phase 3 reste franchement à perfectionner. C'est une phase durant laquelle la présence anesthésique est très variable et très difficile de ne pas la résumer à un compte de compresse et de s'y astreindre de façon rigoureuse. En projet, et nous n'avons pas encore fait, c'est organiser un nouvel audit des pratiques pour qu'on pointe du doigt les points sur lesquels nous sommes encore, les progressions qu'on a réalisées. Et puis à développer, pourquoi pas, dans la revue d'anesthésie-réanimation de la SFAR, une société savante du mois de mai, est paru un article sur les qualités, l'impact d'une formation par la simulation, ce qui me permettra de passer au topo suivant, sur la qualité d'utilisation de la checklist HAS avec des résultats qui sont très positifs sur les conditions de réalisation de la checklist grâce à la simulation. Donc pourquoi pas développer ça pour améliorer notre réalisation de checklist. Ce n'est pas encore parfait, mais dans les éléments clés pour améliorer et implémenter la checklist au bloc opératoire, il est indispensable qu'il y ait une implication de l'établissement, de la direction des instances décisionnelles, que ce soit CME, coordinateur de la gestion des risques associés aux soins, des comités de vigilance, du conseil de bloc, pour mener ce genre de formation. Il y a besoin d'un engagement pérenne des professionnels du bloc opératoire, et notamment l'impulsion qui est donnée par le chirurgien et l'anesthésiste. Nous ne sommes pas présents en même temps dans les blocs aux différents temps de la checklist. Et donc, sans cette dynamique du chirurgien et de l'anesthésiste, on ne peut pas demander aux équipes infirmiers de s'astreindre et de porter le rôle de la coordination, justement, qui est souvent pointé comme difficile. Il est important de régulièrement informer et accompagner les équipes. Et puis, le slogan de la HAS, il ne faut pas hésiter à adapter la checklist pour mieux l'adopter et ne pas hésiter à la personnaliser, modifier, ajouter. Dans notre outil informatique, nous avons par exemple utilisé une case commentaire libre pour pouvoir mieux étoffer certains soucis ou no-go qu'on peut rencontrer et les documenter dans l'outil informatique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je laisse la parole à Marion Cortet. Je vous laisse, Marion, je vous laisse vous présenter et je passerai les diapositives pour vous. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Donc, avec Marc Lillo, on va parler de la prise en charge au bloc opératoire et de la simulation. Donc moi, Marion Cortet, je suis MCU-PH, donc médecin en gynécologie obstétrique à l'hôpital de la Croix-Rousse, aux Hospices civils de Lyon. Et je suis aussi enseignante à la faculté de médecine Lyon-Ouest. Et je suis en charge du comité pédagogique de Simulion, dont Marc vous parlera notamment dans sa présentation. Diapositive suivante. Donc là, ça fait bien le lien effectivement avec la présentation d'avant et ce qu'on a pu entendre. Et je vais vous présenter un peu quelques notions donc sur, bien sûr, bloc opératoire et événements indésirables graves. Et puis les notions d'interprofessionnalité. Finalement, ça a été beaucoup abordé dans la checklist, les notions de leadership et de travail d'équipe et la simulation. Et donc le lien entre les deux. Diapositive suivante. Les liens d'intérêt, donc j'en ai pas en lien avec cette présentation. Merci. Donc voici, je voulais vous montrer, donc Céline vous a montré les chiffres de la région et présentés par l'ARS. Je voulais vous montrer les chiffres de cette étude qui a été réalisée par une équipe des Hospices civils de Lyon, l'équipe du professeur Michel, sur l'incidence des événements indésirables graves associés aux soins dans les établissements de santé et l'évolution à 10 ans. Et donc, on avait les chiffres en 2019. Et ça sépare ce qui se passe en médecine de ce qui se passe en chirurgie. Et on voit qu'en chirurgie, ils sont beaucoup plus fréquents qu'en médecine, bien qu'ils aient nettement diminué entre 2009 et 2019. Donc, on est sur les événements indésirables graves. Diapo suivante, ça doit encadrer, je crois. Ah non, c'est pas ça la diapo suivante. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer dans cette étude, c'était également l'analyse qui a été faite des facteurs contributifs. Et on voit que dans ces facteurs contributifs, donc en regardant les données de 2019, dans les événements indésirables graves et notamment dans les événements indésirables graves évitables, il y a beaucoup d'éléments
qui sont liés au fonctionnement de l'équipe. On le voit là. Alors, il peut y avoir plusieurs causes coordonnées sur un événement indésirable grave évitable, mais on voit qu'une meilleure supervision, donc c'est le travail d'équipe aussi, la mauvaise définition de l'organisation et de la réalisation des tâches, donc un élément aussi dans le travail d'équipe, la communication entre professionnels et entre services qui était insuffisante, et une composition d'équipe de soins inadéquate. Après, il reste les autres éléments, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'événements indésirables graves évitables qui sont liés finalement à des difficultés de fonctionnement au sein de l'équipe de soins. Diapositive suivante. Et donc, je voulais vous montrer ce référentiel que certains connaissent peut-être sur les compétences interprofessionnelles. Alors, je vous en montre un peu par exemple et puis pour discuter de ce qui est cité ici. C'est un référentiel canadien qui date déjà de 2010, donc un petit peu ancien, mais on retrouve les notions qui me semblaient importantes avec pour objectif la collaboration interprofessionnelle qui va être l'objectif final pour assurer la sécurité du patient. C'est ce qu'on voit écrit tout autour et on va reprendre un par un les grands éléments. Diapositive suivante. Donc la première compétence et le premier objectif pédagogique, si on veut former à l'interprofessionnalité, c'est la clarification des rôles. Donc les apprenants et les professionnels qui doivent comprendre leur propre rôle et celui des autres professionnels et qui le mettent à profit pour définir et atteindre les objectifs, donc pour le soin. Au bloc opératoire, typiquement, au moment de la checklist, savoir la responsabilité et la compétence de chacun se sente investi de son rôle et qu'il respecte et qu'il connaisse le rôle de l'autre. Et ça peut s'exercer, ça fera le lien avec ce que vous présentera Marc, en simulation, sur des procédures chirurgicales, par exemple, des procédures même assez simples, standards, mais l'analyse des rôles de chacun et être sûr que chacun connaît le rôle, la responsabilité de l'autre. En formation initiale, notamment, c'est intéressant, mais également en formation continue, quand on a des personnels, notamment, qui changent d'établissement régulièrement et les organisations ne sont pas toujours les mêmes. Diapositive suivante. Les résolutions des conflits interprofessionnels, donc ça ça paraît assez évident, effectivement, apprenants et professionnels qui doivent s'engager activement dans la gestion efficace des conflits interprofessionnels. Ça paraît évident, mais c'est quand même bien de le dire. Il y a régulièrement des conflits un peu latents, des non-dits, des choses qui sont, qui finalement mettent de la tension et on observe régulièrement des conflits entre équipes ou au sein d'une même équipe. La simulation peut aider à travailler sur ce point-là, en prenant également une équipe de soins, en analysant des situations conflictuelles et en observant la résolution qui peut en être faite. Donc tout ça, c'est un travail. Si ça se fait en dehors d'une situation justement de conflit, dans une ambiance de formation, eh bien, on arrivera mieux à travailler sur ces aspects-là. Diapositive suivante. Le travail d'équipe. Donc, pour une collaboration interprofessionnelle efficace, apprenants et professionnels doivent comprendre les principes qui régissent la dynamique d'une équipe de travail et les processus de groupe. Donc, c'est vraiment l'organisation au sein d'une équipe, la confiance, la compréhension que chacun a une part importante et nécessaire dans le rôle, mais aussi qu'est-ce qui se passe quand il y a une charge de travail importante, quand il y a un moment de stress, ce qui arrive souvent en bloc opératoire, des situations délicates, que ce soit anesthésiques ou chirurgicales, et qui nécessitent que chacun soit vraiment très mobilisé pour le bien du patient. Eh bien ça peut vraiment faire l'objet d'un travail et d'un apprentissage en simulant des périodes de charge de travail importantes. Ça peut être des situations d'urgence, mais aussi, par exemple, l'installation d'un patient, où là, il y a beaucoup d'activités au sein du bloc. Eh bien, organiser ça, rationaliser ça autour du travail de l'équipe, c'est quelque chose qui peut être fait en simulation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et enfin, le leadership. On en a parlé, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure sur la checklist. Il y a la nécessité à un moment qu'il y ait un leadership qui se dégage, qui soit constructif et qui permette une bonne collaboration de tout le monde, de tous les participants, pour mettre en œuvre les soins, pour mettre en œuvre et évaluer également les soins.
Tout ça, c'est des choses qui s'observent aussi dans par exemple, des situations d'urgence en simulation. En simulation, par exemple, pleine échelle, au bloc opératoire, on va pouvoir observer et travailler sur ces aspects-là pour améliorer la collaboration interprofessionnelle en analysant qu'est-ce que c'est que le leadership, à quoi ça va servir. C'est pas juste faire autorité, bien sûr, c'est pas juste imposer sa volonté, c'est voilà, c'est plus que ça, c'est la responsabilité, c'est voilà, beaucoup d'aspects qui sont intéressants à discuter et à mettre en place dans le cadre de la simulation. Diapositive suivante, c'est peut-être la fin. Non, j'avais, oui, un dernier élément sur les facteurs contributifs. La diapo que je vous avais montrée tout à l'heure, c'est aussi une part importante sur les locaux, les équipements et les fournitures et produits de santé inappropriés qui sont à l'origine d'événements indésirables graves évitables. Et cet aspect-là, c'était pour apporter une autre petite précision et un autre aspect de la simulation qui est la simulation in situ, c'est-à-dire que la simulation se fait dans les locaux et ça permet d'analyser des problèmes, des dysfonctionnements quand on fait du coup de la simulation et d'analyser vraiment à froid qu'est-ce qui ne va pas, s'il y a telle situation d'extrême urgence, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. Voilà, donc ça, c'est aussi une application de la simulation qui peut aider à travailler sur l'origine d'événements indésirables graves. Diapositive suivante, je crois que je passe la parole à Marc qui va vous montrer donc ce qui est réalisé en simulation de bloc opératoire. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Merci à nouveau au groupe de l'ARS de nous avoir proposé de venir présenter sur cet après-midi. Et donc, je prends la suite de Marion. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière, moi j'ai passé par là. Donc, je prends la suite de Marion Cortet. Je m'appelle Marc Lillo, je suis un des anesthésistes réanimateurs qui travaille aux Hospices civils de Lyon, à l'hôpital Louis Pradel, et je dirige une unité d'anesthésie de réanimation cardio-thoracique pédiatrique. Et également, je suis maître de conférence des universités à la faculté de médecine Lyon-Est. Et comme Marion, je suis assez impliqué en simulation et également responsable du comité scientifique de Simulion, l'organisme du GIS qui rejoint les universités Claude Bernard Lyon 1 et les Hospices civils de Lyon. Donc, formation, enseignement et recherche en simulation au bloc opératoire. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer vis-à-vis de cette présentation, mais je vous invite à regarder l'ensemble des liens d'intérêt que je peux avoir avec certaines industries. Et puis, je vais vous parler finalement avec un certain nombre de diapositives qui vont vous présenter des images, qui vont vous permettre de vous immerger aussi dans ce que peut être la réalité de la simulation, que cela soit en in situ ou en off-site, c'est-à-dire dans un centre de simulation. Les objectifs globaux de la simulation, pour les rappeler, c'est d'abord de démontrer un savoir, en savoir-faire, également de démontrer un savoir-être et de travailler sur les métacognitions, c'est-à-dire d'avoir conscience de notre propre conscience ou de celle de l'équipe. On travaille des compétences qui sont de l'ordre technique, non technique, mais également des gestions de ressources de crise dont on vous a parlé précédemment, comme par exemple les CRM. Il existe un certain nombre de diplômes universitaires ou de formations qui sont délivrés un peu partout sur le territoire métropolitain français, mais aussi dans les dom-tom, et également auxquels l'université Claude Bernard Lyon 1 apporte sa touche avec certains diplômes de formation en simulation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également regarder. Alors, les compétences techniques, vous voyez cette photo qui montre finalement trois intervenants, trois professionnels qui sont impliqués. Rien ne dit que le patient va bien à ce stade et pour autant, on est dans la technique. Les compétences non techniques, dans un bloc opératoire, beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels qui peuvent interagir et c'est là tout le sens finalement de la communication, la coordination, la conscience situationnelle, la mobilisation de ressources, etc. Alors, concernant la conscience situationnelle, c'est un des facteurs non techniques, donc des CRM, qui sont les premiers à mobiliser, puisque sans conscience situationnelle, on a des difficultés à mobiliser les ressources nécessaires en situation critique. Et donc, c'est, j'allais dire, la première des CRM à mobiliser en équipe. Et donc, il faut s'inviter les uns les autres, et notamment en équipe professionnelle, à discuter de notre propre conscience situationnelle. La checklist est par ailleurs une bonne opportunité pour cela.
La communication interprofessionnelle, donc on en a parlé, Marion Cortet en a parlé précédemment, je crois que c'est au cœur de notre métier de soins, ce d'autant au sein du bloc opératoire, mais c'est également une science qui s'apprend et qui se travaille au quotidien. La coordination des équipes également, on fait partie des CRM qui sont importantes à travailler ensemble. Leadership, followership, donc, sont des domaines également de partage de CRM qui sont importants de travailler en équipe de façon à coordonner encore mieux les ressources humaines qui sont mobilisées en situation au bloc opératoire. Et toutes ces compétences non techniques sont référencées sous plusieurs images, plusieurs possibilités. Et vous voyez que, par exemple, parmi celles qu'on a abordées, il y a également les notions de la gestion de la fatigue, de la gestion du stress, qui peuvent s'ajouter également comme étant des compétences non techniques à travailler également collectivement et individuellement. Et pour chacune d'entre elles, des ressources que l'on va pouvoir apporter pour faire face à ce type de situation. Alors la simulation dans tout ça, eh bien, elle aide à travailler ses compétences, qu'elles soient techniques ou non techniques. Ici, vous voyez des photos du Centre lyonnais d'enseignement par simulation en santé à l'université Claude Bernard Lyon 1 à la faculté de médecine Lyon-Est, où vous voyez que le réalisme est quand même de mise, puisqu'on est capable de faire travailler des équipes chirurgicales, des équipes d'anesthésie ensemble sur un mannequin autour de vraies procédures chirurgicales, qu'elles soient orthopédiques, vasculaires, et j'en passe. Et donc ça, c'est pour vous dire que dans le contexte de la simulation, on peut travailler avec un certain nombre de réalismes, les mannequins, mais également ici sur cette photo, pourquoi pas des situations hybrides pour lesquelles on va avoir un vrai humain. Ici, vous voyez en bas une femme qui est allongée, et puis du matériel pour lequel les étudiants ou les apprenants vont réaliser une hystéroscopie, je vous rassure, sur un système annexe qui est connecté grâce à de subtils trucages. Mais on a du coup une interaction directe entre l'être humain qui peut être présent au bloc opératoire et qui peut interagir, et également la technicité. Donc tout ça, ça ajoute du réalisme pour la simulation en off-site, c'est-à-dire à l'extérieur du site hospitalier. Et puis la simulation in situ, eh bien la simulation in situ, comme par exemple ici au bloc opératoire de l'hôpital Louis Pradel, cardiologique des Hospices Civils de Lyon, on va travailler d'autres choses en équipe. Ici, on va travailler directement dans l'environnement des soignants, du patient, et donc l'ergonomie va probablement prendre une importance plus importante. Et on va pouvoir du coup mobiliser directement l'équipe autour de situations simulées, par exemple ici à l'hôpital femmes et enfants, donc autour d'un cas de pédiatrie, une reprise d'amygdale en urgence sur un saignement massif, autour d'une prise en charge d'un déchocage, toute une équipe qui va admettre du coup un patient polytraumatisé jusqu'à la prise en charge chirurgicale en urgence, et puis pourquoi pas aussi du feu au bloc opératoire, donc des procédures qui sont rares, heureusement, mais très graves potentiellement, et pour lesquelles l'équipe doit réagir de façon très rapide. C'est encore mieux lorsque c'est travaillé en in situ, puisqu'à ce moment-là, ça permet aux apprenants, aux professionnels, de se rendre compte directement, pragmatiquement, de où se situe véritablement l'extincteur le plus proche de la salle du bloc opératoire. Croyez-moi, on passe tous devant tous les jours, mais est-ce qu'on sait exactement où il est? C'est une autre question. La simulation aide à ancrer ce type d'information. On rajoute également de la recherche en simulation, d'évaluation et de la recherche. Et je voudrais juste parler ici des projets de recherche qui ont constitué une prise en charge qualitative autour de la Covid-2019, donc cette maladie pandémique dont on a énormément parlé. Eh bien, les professionnels de santé, on les formait en simulation avant qu'ils aient à prendre en charge leur premier patient Covid+, au bloc opératoire ou en réanimation, sur les gestes qui sont potentiellement critiques, comme l'intubation ou à risque de contamination. Alors, à retenir en conclusion, l'idée de la simulation ici, c'est d'essayer d'inspirer une culture de formation continue qualitative, de respect, de la communication et d'alliance. Et pourquoi? Parce qu'en fait, chaque apprenant, au départ, sur le postulat de la simulation, les principes pédagogiques, il y a la bienveillance et également le principe de considérer que chaque individu est intelligent, chaque professionnel est intelligent, capable, il essaye de faire de son mieux, veut s'améliorer et recherche du sens. Tout cela dans le but d'inspirer cette culture. Et le but, c'est d'améliorer les performances, les pratiques sécuritaires et la juste confiance des professionnels en leurs capacités et compétences personnelles et collectives. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marc. Sans plus attendre, je passe la parole à Georges Romero. Merci, bonsoir à tous. Merci à l'ARS pour cette belle initiative de webinaire et d'être invité et de mettre un peu toutes les parties prenantes autour de la sécurité du patient. Du coup, je vais vous présenter en complément, il va y avoir un petit peu de redite, mais ça va conforter un petit peu les discussions et proposer un certain nombre de solutions pour essayer d'optimiser la réalisation de la checklist au bloc opératoire et de se poser la question, comme l'a dit le professeur Liffant
en introduction, est-ce la solution, est-ce que cela suffit à éviter les événements? On pourra en parler. Donc moi, je suis le docteur Georges Romero, je suis anesthésiste réanimateur. Aujourd'hui, je dis de formation, je pratique plus depuis 3 ans et je travaille au groupe Reliance, qui est une assurance mutualiste lyonnaise d'origine. On est européen aujourd'hui et je vais vous partager quelle est notre vision en tant qu'assureur et risk manager, quelle est notre vision du risque au bloc opératoire à travers l'analyse de la sinistralité en France. Donc, vous pourriez vous poser la question, mais qu'est-ce que vient faire un assureur dans cette histoire? Et en fait, on a une vision du risque qui est assez particulière et qui vaut le coup d'être partagée parce qu'elle est totalement complémentaire à ce que vous pouvez voir au quotidien, à ce que peut voir l'ARS à travers les signalements des EIGS, ce que peuvent voir les équipes impliquées dans la gestion des risques dans les blocs opératoires, particulièrement. Donc, notre connaissance du risque, elle vient particulièrement de la sinistralité, je vous en dirai un petit mot, de la gestion des événements indésirables graves aussi, parce que c'est peu connu, mais on accompagne très régulièrement des équipes de santé, des professionnels de santé, des établissements à la gestion de leurs événements indésirables graves avant même que ça soit un sinistre. On réalise également des visites de risque. Donc, on évalue les établissements au niveau de leurs risques et je vous ferai un focus particulier sur l'évaluation au bloc opératoire de la checklist. Et puis, évidemment, on regarde l'ensemble des publications au niveau de la littérature et l'ensemble nous permet d'avoir une compréhension du risque assez proche de la réalité. Donc, je vous parlais de sinistralité, un rapide rappel, parce qu'il y a encore quelques années, j'avais du mal à comprendre ce que c'était exactement que la sinistralité. En fait, quand il y a un événement, exemple, une erreur de côté, quelque chose qui aurait pu être évité au bloc opératoire, il y a une annonce de dommage qui est réalisée et il y a 3 demandes particulières de la victime ou des ayants droit. La première, c'est une demande d'explication, il y a un besoin d'écoute. Et ça, c'est plutôt géré en interne, au niveau de la commission des usagers, au niveau de la médiation, des équipes de soins. C'est géré en interne et ça, c'est quelque chose pour lequel on ne voit pas grand-chose, sauf si on est sollicité pour apporter de l'aide et du conseil. Il y a une autre voie, un peu plus pénible, qui est le besoin de sanction. Et là, on est plutôt dans la plainte pénale, ou, je ne l'ai pas mis là, mais ça peut être aussi dans la plainte ordinale auprès du Conseil de l'ordre, où là, c'est le patient, les ayants droit, la victime, veut vraiment que l'équipe soignante soit sanctionnée. Et c'est une autre demande, et nous, on n'intervient pas non plus à ce niveau-là. Et en fait, quand on parle de sinistre, c'est quand il y a un besoin de réparation, et là, la victime pense avoir subi un dommage et demande une réparation, donc une transaction financière. Donc, il y a 3 façons de le gérer, soit à l'amiable, qui est la grande majorité des cas, c'est assez méconnu, nous, on gère dans plus de 75% des cas à l'amiable, en CCI, donc en commission de conciliation et d'indemnisation, qui est un intermédiaire entre l'amiable et le tribunal, et puis après le tribunal, donc administratif si on est dans le secteur public, tribunal judiciaire si on est dans le secteur privé. Et du coup, quand on parle de sinistre, on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un dommage et il y a une réclamation indemnitaire de la part du patient ou des ayants. Donc, quand je vais vous parler de notre bilan 2023, qui comprend 5267 sinistres en responsabilité civile, en dommages corporels, c'est vraiment de ces réclamations dont je vais vous parler. Et donc, 2023, c'était plus de 5000 événements que nous avons analysés. À savoir aussi, culture générale, le délai moyen entre un événement et une réclamation, il est de 30 mois, ce qui paraît long, mais parce qu'on a des événements qui ont plus de 10 ans, qui sont les plus rares, mais qui augmentent cette moyenne. Et si on regarde de plus près, en fait, la moitié des événements ont un délai moyen de moins de 16 mois, et un quart des événements ont lieu la même année avec un délai moyen de 4 mois. Et si on fait un focus sur les événements qui auraient dû être évités par la checklist, on est largement dans ce créneau-là, puisque les personnes, les victimes réclament assez rapidement. Juste encore un peu de culture générale sur qu'est-ce que l'on voit dans notre sinistralité. Vous voyez qu'en grande majorité des cas, c'est la chirurgie. Dans 58% des sinistres concernent le secteur de la chirurgie. Et si on élargissait à l'interventionnel, c'est-à-dire qu'on y va y ajouter l'imagerie interventionnelle, etc., vous voyez que les 2 tiers, plus des 2 tiers des événements sont sur les plateaux techniques. Concernant les mises en cause, on voit qu'on retrouve un peu le parallèle avec l'analyse qu'on peut retrouver dans l'analyse des EIGS, c'est que l'acte technique est principalement mis en cause par la victime. Et si on fait un focus sur les spécialités chirurgicales, vous voyez que l'orthopédie est de loin la spécialité la plus mise en cause en chirurgie.
toujours dans les informations générales par rapport à cette sinistralité, on a tendance à se dire souvent, hein, les retours que j'ai quand je fais des présentations, on me dit oui, enfin, les patients qui se plaignent, c'est quand même beaucoup de la bobologie, c'est des pas contents. Et en fait, quand on regarde l'impact sur le patient, on voit que plus de la moitié des cas, on est dans le cadre de la définition des événements indésirables graves, et que 44% des cas, c'est quand même un impact modéré, et seuls 3%, donc c'est assez exceptionnel. Et là, le message clé à entendre ce soir, c'est que quand quelqu'un réclame quelque chose, il faut aller l'écouter, parce que c'est la grande majorité de leurs demandes, et on constate, nous, notamment, que lorsqu'on écoute les patients, souvent, même la réclamation indemnitaire, voire pénale, s'arrête. Donc, c'est vraiment fondamental de tenir compte quand quelqu'un va jusqu'à émettre un courrier, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Maintenant, parlons gestion des risques et analyse de cause. Et vous voyez que dans la majorité des cas, on va retrouver un défaut de communication. C'est dans 80% de nos événements. Ensuite, on va avoir des défauts de vérification. La thématique de ce soir, et notamment la checklist. Enfin, un focus juste après. Les manques d'organisation et de coordination et les états de santé du patient. C'est les 4 causes les plus fréquentes. Et comme je vous le disais, la communication est dans plus de 80% des cas. Un point clé sur le bloc opératoire, on en parlait à travers les simulations, et c'est vraiment un point clé, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute avec les sociétés savantes, il y a une obnubilation à s'améliorer sur l'acte technique, alors que seuls 30% des événements sont en opératoire et 50% des incidents que l'on gère sont sur la phase post-opératoire. Et on est plutôt sur l'organisationnel, sur du savoir-faire, sur du savoir-être, sur la communication en équipe et sur l'organisation. Et une majorité de ces événements auraient pu être évités, notamment par le 3e temps de la checklist. Et comme ça a été dit sur l'étude qui a été faite, l'excellent travail qui a été fait à Saint-Joseph-Saint-Luc, qui montre justement c'est le 3e temps qui pêche le plus. Donc là, je voulais vous faire un zoom sur les Never Events. On continue à avancer en mode entonnoir sur les événements évitables par la checklist. Et en fait, à l'instar de ce qui est fait sur le médicament, on a fait le choix de définir une liste de Never Events, à l'instar aussi de la Grande-Bretagne, qui a défini leur propre Never Event. Et nous, on a choisi un certain nombre de Never Events dont je vais vous mettre la liste juste après, totalement évitables sur le secteur plateau interventionnel et donc bloc opératoire. Et la définition, elle est assez simple, hein, c'est un événement grave ou potentiellement grave qui peut se produire et qui est totalement évitable par la mise en place de recommandations nationales et ou internationales qui existent en matière de sécurité. Et vous voyez, en 2023, on a enregistré 151 Never Events. Dans ces Never Events, on vous a envoyé la liste avec notamment les oublis de matériel, hein, avec l'oubli de compresse, mais pas que. Il y a également donc les erreurs d'intervention et puis les brûlures patients qui sont le top 3, donc matériel, brûlures patients et erreurs d'intervention. Et sur les spécialités, en fait, toutes les spécialités sont concernées. Évidemment, alors, il y a un petit effet biais dans notre analyse, puisque on couvre surtout de l'activité chirurgicale. Et comme vous avez vu, il y a beaucoup d'activités orthopédiques. Donc, l'orthopédie est la spécialité la plus mise en cause. Et en plus, c'est une chirurgie à latéralité. Donc, c'est un peu plus en cause, notamment dans les erreurs de côté. Mais pas que. Mais en fait, il faut savoir que toutes les spécialités sont concernées, même l'anesthésie. Hein, on a enregistré 3 erreurs en anesthésie loco-régionale, dont une avec des conséquences gravissimes pour le patient, puisqu'il y a un déficit neurologique complet et définitif. Quand on regarde l'analyse, là, vous voyez que l'analyse de cause, qu'est-ce qu'elle met en avant? Principalement, on est sur des défauts de communication et des défauts de vérification. Les autres causes organisationnelles, etc., sont beaucoup moins en avant. C'est vraiment le défaut de bien se parler et de vérifier les bons points et de les partager. L'autre point clé, c'est ça qui est fondamental dans l'analyse de ces cas, donc 90% des événements à droite étaient évitables par la checklist. Il y en a certains, et notamment il y a des cas de brûlure post-opératoire par des poches de glace. Donc on profite pour passer un petit message sur vraiment le point de vigilance quand c'est les patients sous anesthésie loco-régionale à qui on met des poches de glace. On a des cas gravissimes de brûlure jusqu'au 3e degré sur des défauts de surveillance. Ce qui est intéressant, comme je disais, c'est que 100% des checklists complétés, hein, qui concernent 90% de ces événements, sont totalement complétés et il n'y a jamais de problème. C'est toujours le bon patient, il ne manque jamais de matériel, etc. Donc forcément, on se pose la question de quelle est vraiment la compréhension et la réalité. Et on voit, je vais vous partager aussi une analyse des cas, mais on voit aussi ce qui a été partagé par notre collègue à Saint-Joseph-Saint-Luc, que justement, il y a vraiment une problématique d'appropriation
et de réalisation de cette checklist et d'utilité. En complément, je vous disais qu'on faisait des visites de risque et c'est aussi fondamental de voir qu'est-ce qu'on constate. Pardon. On réalise environ une centaine de visites de risque par an, entre 80 et 120. C'est les résultats des 2 dernières années. Vous voyez que près de 90% des blocs visités, c'est-à-dire 9 blocs opératoires sur 10, tout secteur confondu, toute taille d'établissement confondu, privé, public, 9 blocs sur 10 a une recommandation sur la réalisation de cette checklist. Donc, ça veut dire que globalement, on pourrait dire qu'il y a un bloc sur 10 qui fait bien. Moi, mon constat, c'est plutôt que voilà, il y a un bloc sur 10 qui fait mieux que les autres, mais globalement, personne aujourd'hui ne respecte les règles, et notamment sur ce 3e temps de la checklist, et j'y reviens. Donc voilà les résultats. Donc je vous ai mis ce que l'on observe aujourd'hui, c'est les résultats dans 4 établissements de santé, 2 grosses structures publiques et 2 grosses structures privées. En moyenne, on retrouve à peu près les mêmes résultats. Il faut regarder les 3 temps de la checklist. Et ça, c'est une réalisation où on fait des évaluations, donc de l'audit, auquel on mêle des entretiens professionnels individuels. Globalement, il y a 5 entretiens individuels pour une checklist observée. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait très bien que le biais des audits, je pense que vous en êtes tous conscients, le biais des audits, c'est que souvent on évalue ce que sait faire l'équipe et pas fondamentalement ce qu'ils font au quotidien. L'intérêt des entretiens, ça permet de couper ça et de voir justement pour être plus proche de la réalité. Et vous voyez le constat, hein, c'est en regardant juste ce qu'il y a de positif et négatif, c'est que le premier temps, les différents critères sont bien faits seulement dans 27% des cas. Le deuxième critère dans 52% des cas, et vous voyez le 3e temps que 17%. Ce qui veut dire que globalement, l'ensemble des critères, je vais juste en revenir un peu plus dans le détail après, sont faits que dans 1/3 des cas. Et on retrouve exactement la même chose dans la littérature, j'en dirai un petit mot très rapidement. Et vous voyez, je vous ai dit, il y a les 3 critères, les 3 temps. Pour chacun de ces temps, il y a 90 critères qui sont observés, qui sont regroupés dans ces 12 thématiques, les 2 premières qui sont structurelles. Donc, est-ce que la checklist est adaptée, est-ce qu'elle est informatisée ou non, et est-ce qu'elle est accessible à toutes les étapes de la prise en charge du patient, et je pense notamment à l'anesthésie loco-régionale en phase préopératoire qui est réalisée en dehors du bloc opératoire. Et vous avez la fin qui concerne l'analyse de la checklist et la notion des no-go. En fait, vous avez différentes thématiques qu'on va regarder, il y a différentes questions, et qu'est-ce qu'on constate principalement? C'est l'absence de checklist adaptée dans certains secteurs, des contrôles croisés qui sont faits, mais des partages qui ne sont pas, il n'y a pas un partage des informations clés. On fait les vérifications, mais on ne partage pas les informations. L'absence de réalisation d'heures d'équipe, l'absence de temps de pause, etc. On a beaucoup parlé de la notion de leader, et en fait, je pense qu'il y a une grosse confusion avec ce coordonnateur qui est demandé, où on veut lui faire porter la responsabilité. C'est souvent l'infirmier de salle qui ne peut pas porter la responsabilité de ce leadership. Ça ne peut être que le médecin. Ça ne peut être que l'anesthésiste, le leader médical au temps 1. Ça ne peut être que le chirurgien au moment de l'incision. Le coordonnateur est là pour aider. Et ça, c'est vraiment, ce leadership est un point clé. Je passe pour aller sur les 2 derniers points. La première, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on a défini 10 enjeux, mais surtout, on a défini 3 recommandations importantes. La première, c'est de continuer à travailler sur le savoir-faire médical, mais surtout de travailler sur la culture de l'erreur et sur ce savoir-être, notamment à travers la simulation, comme on a pu le voir, mais aussi de développer cette compréhension et cette utilité de la checklist. Et je finirai très rapidement par un tour global de la littérature. Et qu'est-ce qui est intéressant si on fait un peu une méthode SWOT, les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de cette checklist? Déjà, première chose, on l'a dit, hein, la checklist, elle est sortie en France, on l'a vécu. À l'époque, je travaillais d'ailleurs avec le professeur Liffant, on l'a connu en même temps à Lyon Sud. Le 1er janvier 2010, on nous a dit il faut faire la checklist, il faut qu'on la retrouve tracée dans le dossier. On ne comprenait pas trop ce qu'il fallait faire, trop son utilité. Et vous voyez qu'on est pratiquement 15 ans après et qu'on voit encore qu'elle est globalement mal faite, mal comprise, et on voit encore le nombre d'événements qui existent. Donc, il y a vraiment un travail de fond à continuer à réaliser. Donc, les forces, c'est cette publication qui a montré son efficacité. Il y a d'autres publications qui ont montré que ça a amélioré la communication et la culture sécurité. Ses faiblesses, c'est cette mise en œuvre imposée qui est vécue comme une tâche administrative et une mise en place qui est très variable d'un bloc à l'autre. On le voit à travers nos résultats, on l'a vu à travers les résultats de l'étude qui a été faite à Saint-Joseph-Saint-Luc. Nous, ce qu'on constate, c'est notamment une faiblesse de l'accompagnement terrain. On laisse vraiment les soignants se débrouiller avec ça, alors qu'aujourd'hui, on a assez d'experts pour accompagner. Les menaces, c'est vraiment les freins culturels, c'est contre-culturel pour nous, hein, les soignants. On a du mal à comprendre à quoi ça sert, on n'est pas formé à ça.
Un petit point particulier sur cette comparaison simpliste et fréquente avec l'aéronautique. Je me bats à dire que c'est sympa tout ce travail qu'on fait avec l'aéronautique, c'est super chouette, mais on n'est pas des pilotes, on n'est pas dans un cockpit. Le chirurgien et l'anesthésiste ne savent pas piloter. Le patient, il ne part pas en voyage et on ne part pas sur un vol totalement programmé pendant un certain temps. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Le défaut de leadership, je ne reviendrai pas. Et puis enfin, effectivement, des vraies opportunités. Une des opportunités, c'est ce que je souhaite faire, c'est partager cette compréhension, cette consentive, pour arrêter de dire des mots difficiles, cette prise de conscience qu'il existe encore des événements. Ça a été dit aussi, hein, la HAS propose créer une opportunité à pouvoir s'approprier la checklist, c'est très très bien, avec vraiment un point de vigilance, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif de ces checklists, parce que juste en partage, et je conclurai là-dessus, partage d'expérience, on voit des checklists adaptées avec juste une case, cocher tout, du genre tout est OK, à 180 critères, et en fait, il ne faut pas perdre le cap et de qu'est-ce qu'on veut éviter comme erreur. Et je finirai là-dessus, merci beaucoup.